Merci beaucoup. Bonjour. Et merci, grand merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Je vais essayer de vous faire voyager en direction des origines, des mythes d'origine. Les mythes d'origine sont intéressants pour moi parce que ça fait partie des mythes qui résistent le plus à l'évolution, les mythes qui se modifient le plus difficilement. Et je ne vais pas chercher l'origine des mythes d'origine, qui est évidemment inaccessible, mais essayer de me rapprocher de leur origine. Pour cette entreprise, j'ai d'abord constitué une base de données avec les mythes que j'ai pu collecter. Donc, voici une des fiches de cette base de données. Donc, il y a plusieurs milliers de fiches disponibles. Si ça veut... Ah. Ah oui, voilà. Donc voilà, une autre fiche. Donc vous voyez que dans ces fiches, il y a la version originale du mythe telle qu'elle a été publiée dans la langue originale avec de la publication avec la source. Il y a l'indication du collectif au sein duquel le mythe a été recueilli. Il y a la famille linguistique de la langue dans lequel le mythe a été originellement conté. Et puis, ce mythe a été recueilli à un endroit précis du monde. Donc, il y a des données, des coordonnées géographiques que j'intègre, ce qui fait que toutes les fiches sont géoréférencées. Ça me permet de faire rapidement et facilement des cartes de répartition. Voici la carte de répartition de la totalité des mythes anthropogoniques, 1724 mythes anthropogoniques, c'est-à-dire de l'origine de l'homme, que j'ai pu réunir dans cette base de données. Vous voyez ici cette répartition selon la projection de Mercator, qui est celle qui nous est la plus familière, mais ce n'est pas celle que je vais utiliser. Elle est très bonne pour naviguer en haute mer, la projection de Mercator, mais elle n'est pas très bonne pour mes fins, et surtout, elle n'est pas fidèle pour les proportions des continents. Donc, je vais utiliser la projection de Peirce. Voici la même carte, mais selon la projection de Peirce, qui est beaucoup plus intéressante pour moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'examiner la possibilité d'éventuelles aires de répartition et surtout de diffusion. Donc, voici à nouveau la même carte, totalité des mythes anthropogoniques, selon la projection de Peirce. Je peux faire la même démarche et faire des cartes tout aussi facilement avec cette base de données pour cartographier d'autres mythes, par exemple le mythe de l'émergence primordiale. Qu'est-ce que le mythe de l'émergence primordiale? On me l'a raconté la première fois alors que j'étais au Botswana. Et là, on m'a montré un endroit, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas... Ah, voilà. On m'a montré cet endroit dans les Tsodilo Hills au Botswana et vous avez à gauche de la photo ce petit trou dans le sol et on m'a expliqué que c'est par ce trou que les premiers humains sont sortis après avoir vécu longtemps sous la terre, à l'intérieur de la terre. Les premiers humains, les premiers animaux seraient donc sortis là et ils ont, en sortant, ils se sont agrippés à la surface à l'époque très précise où les pierres étaient molles et ils ont laissé les traces de leurs doigts qui sont toujours visibles à la surface. C'est ce que les géologues appellent des Ripper Marks, mais pour le mythe, c'est la preuve de la réalité de l'histoire. On m'a raconté une deuxième fois ce mythe à un endroit très différent, dans l'Utah, à Crane Creek, près du rocher de Birthing Rock, où il y a des gravures que mon ami Bertram Tsavadava, qui est un Hopi, interprète ici, en disant en haut, l'anthropomorphe, c'est l'ancêtre de tous les Hopis. En dessous, le cercle ou le disque, c'est le trou de l'émergence par lequel les premiers Hopis, les premiers humains sont sortis. Et on voit en dessous les traces de pas de la première dispersion primordiale. Donc, c'est le grand mythe d'origine des Hopis.
qui est un des exemples, un des nombreux exemples du mythe de l'émergence primordiale de l'humanité. Il n'y a pas que ce mythe, évidemment, comme mythe d'origine de l'humanité, il y en a bien d'autres. En fait, il n'y en a pas non plus une infinité, il y en a en gros une dizaine de différents. Je vous en montre juste quelques-uns. Ça, c'est la répartition des mythes de choroplastie. Les mythes de choroplastie, ce sont ceux selon lesquels un dieu primordial, créateur, a pris un peu d'argile, a modelé l'argile, a fait une ou deux petites statues qui étaient les premiers humains et il leur a insufflé la vie. Parmi les mythes de choroplastie, il y en a un particulièrement qui m'intéresse aussi, c'est celui du corps souillé. C'est un mythe de choroplastie dans lequel un dieu créateur forme deux petites statuettes d'argile, mais avant de leur insuffler la vie, il s'aperçoit qu'il a oublié l'âme quelque part. Donc il s'absente pour chercher l'âme, et à ce moment-là, un autre dieu qui s'oppose au premier, le premier est bon, le second est mauvais, le dieu mauvais s'approche des statuettes d'argile, crache dessus, les souille de ses crachats. Quand le dieu bon revient pour donner la vie aux statuettes, il s'aperçoit qu'elles sont souillées, mais comme elles sont encore souples, puisque c'est de l'argile plastique, il les retourne comme un gant, ce qui explique qu'à l'intérieur de notre corps, nous ayons toute cette saleté à l'intérieur, et ce qui est l'origine des maladies, ce qui fait que quand nous sommes malades, nous expectorons pour essayer de rejeter les crachats du dieu Erlik, qui est le dieu de la mort. Si je compare les répartitions de ces différents mythes, quelque chose saute aux yeux, c'est que cette répartition n'est pas aléatoire. Voici à gauche la carte de répartition des mythes de corps souillé, à droite la carte de répartition des mythes d'émergence. Vous voyez que ces deux répartitions sont extrêmement différentes. Et si je superpose les deux cartes, je peux même m'apercevoir que ces deux répartitions sont complémentaires. En rouge, le mythe du corps souillé, en vert, le mythe de l'émergence primordiale. Tout se passe comme si les mythes du corps souillé avaient rempli le trou laissé en Eurasie par les mythes de l'émergence primordiale, ou bien peut-être le mythe de l'émergence primordiale était beaucoup plus répandu et en Eurasie, il a été remplacé à une certaine époque par le mythe du corps souillé. D'autres mythes sont, par exemple, celui de l'origine céleste de l'humanité. C'est une inversion du mythe de l'émergence. Les premiers humains, au lieu de sortir du sol, un jour sont descendus du ciel. Voici la carte de répartition de ce type de mythe. Un mythe intéressant aussi est celui du plongeon créateur. À l'origine du monde, il n'y avait que des eaux. Le monde était recouvert d'eau, il n'y avait pas de terre. Et le créateur a demandé à un être, souvent un oiseau aquatique, notamment le grand plongeon, de descendre au fond de l'eau pour aller chercher un peu de limon et de ramener ce limon à la surface. À partir de ce limon qui s'est solidifié et élargi, s'est formé le sol sur lequel nous marchons. C'est le mythe qu'on appelle aussi le mythe du plongeon cosmogonique. Une fois plus, si je compare la répartition de ce mythe de plongeon créateur avec, par exemple, celui de l'origine céleste de l'humanité, je m'aperçois que les cartes de répartition sont extrêmement différentes et, grosso modo, également complémentaires. Si je compare avec celui de l'émergence primordiale qui apparaît à droite, vous voyez également une très grande différence dans ces répartitions. On peut conclure de ça déjà, et pour moi ce serait déjà suffisant pour cette communication en réalité, on peut conclure de ça que d'une part la notion de mythe universel n'existe pas, que les mythes ne sont pas universels, qu'ils ont une répartition bien particulière qui n'est pas due au hasard, et toutes les explications qui tendent à justifier la répartition des mythes sur le globe par quelque chose qui tiendrait à la psychologie ou à la neurologie sont forcément fausses ou très largement insuffisantes pour être gentilles, puisque si ces explications font appel au fait que tous les humains ont le même cerveau et que donc, par exemple, pour la théorie des archétypes, partout dans le monde, à toutes les époques, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, les mêmes mythes, les mêmes images, les mêmes concepts germent et apparaissent comme des champignons, eh bien, c'est faux, puisqu'on s'aperçoit que, par exemple, pour le mythe du plongeon créateur, il n'y en a aucun en Australie, il n'y en a aucun en Afrique, or là, vivent aussi des humains. Donc, ça n'est pas dû à quelque chose dans notre cerveau, c'est quelque chose d'autre qui est sans doute plus proche d'un processus historique et donc qu'on peut reconstituer. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin, faisons un petit zoom en avant sur le continent africain et voici ce qu'il en est de la répartition des mythes d'émergence de l'humanité en Afrique.
Je compare cette carte à la répartition des mythes de l'origine céleste de l'humanité sur le même continent. Je me méfie un petit peu des cartes qui montrent des points. Je préfère très largement les cartes qui montrent des noyaux de densité parce que c'est beaucoup plus parlant et ça permet d'écarter de nombreux biais. Si on compare les noyaux de densité, on s'aperçoit d'une chose qui est extrêmement frappante, c'est qu'en Afrique australe, le mythe d'origine céleste de l'humanité est pratiquement absent, alors que le mythe de l'émergence est là dans une de ses plus hautes densités de représentation. Et l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que l'un étant l'inverse de l'autre, jusque dans les moindres détails, je n'ai pas le temps de développer, mais il est évident que l'un de ces mythes, que ces deux mythes sont complètement en miroir, et donc ils ont probablement une seule origine. La question, c'est lequel est l'inversion de l'autre, sachant ce que l'on sait sur le peuplement du continent africain. Le plus probable est que le mythe de l'émergence soit premier et qu'il a été inversé, sans doute quelque part dans la région des Grands Lacs en premier lieu, en mythe d'origine céleste de l'humanité. Je vous ai dit que j'ai fait une base de données. On peut zoomer également à l'intérieur de la base de données et voir ce qu'il en est des mythes d'émergence primordiale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé les mythes en leurs mythèmes. Les mythèmes, c'est les unités minimales de mythes, les atomes de mythes, si on veut. Et chaque mythe dans ma base est décomposé en mythèmes, c'est-à-dire les motifs, ce qui permet de faire la liste, par exemple par continent, la liste des mythèmes attestés. Pour l'Afrique, voici la liste des mythèmes attestés pour les mythes d'émergence. Alors, ils sont numérotés là, premier mythème d'émergence des animaux, ensuite émergence des humains, directement du sol, d'un rocher, d'une grotte, d'une termitière, d'une colline, d'une montagne. Je ne veux pas tous les lire, mais vous voyez que chaque mythème est répertorié dans la base, ce qui me permet après de faire des cartes par mythème, de faire des recherches croisées, etc. Et donc, si je prends, par exemple, le mythe Kong de l'émergence, tel qu'il est raconté par le révérend John Campbell dans son récit de voyage en Afrique australe, et voici à la page 306-307, voici ce mythe, donc je vous le traduis. Ce mythe nous dit que dans les environs de Marotse, donc c'est un endroit bien précis, il y a un grand trou d'où sortirent les premiers hommes, dont les empreintes sont toujours visibles là-bas. Il y a longtemps, un homme en est sorti, mais il y est retourné et il s'y trouve toujours. Le bétail est également sorti du même trou. Le premier homme s'appelait Matome, il avait un jeune frère du même nom et une sœur nommée Matomian. Elle fut la première à sortir du trou et elle était chargée de s'occuper du bétail, mais son frère Matome est sorti lui aussi et il le laissa s'échapper. De colère, sa sœur, qui possédait une drogue de vie et de santé, retourna au trou et l'y jeta, ce qui fait que la maladie et la mort règnent dans le monde jusqu'à maintenant. Alors, comme souvent, on a là un mythe qui explique plusieurs choses à la fois, qui donne l'origine de plusieurs choses à la fois, non seulement de l'humanité et du bétail, mais aussi des maladies et de la mort. Si je fais la liste des mythèmes qui sont attestés dans ce mythe que vous venez de voir, eh bien, on a l'émergence des animaux, je donne le numéro dans ma liste telle que je l'ai donnée précédemment, l'émergence de l'humanité. Cette émergence se fait par un trou du sol. C'est une femme qui sort en premier. Une partie des humains reste sous terre et continue de vivre sous terre. Le mythe explique aussi l'existence des maladies et de la mort. Et autour du lieu de l'émergence, que l'on voit toujours aujourd'hui, se voient encore les empreintes des premiers êtres. C'est ce qu'on m'avait d'ailleurs montré au Botswana. Je peux faire ce travail et cette démarche pour tous les mythes que j'ai collectés. Et donc, par exemple, pour l'Afrique, je peux construire une matrice, puisque pour chaque mythe, j'ai une liste de 1 et de 0, selon que les mythèmes sont présents et absents. Si c'est l'émergence de l'humanité, mythème 1, si c'est bien dans le mythe, je mets 1, si c'est pas dans le mythe, je mets 0. Je fais ça pour tous mes mythes. Exemple, le mythe que nous venons de voir, le mythe Kong, le voici entouré, et vous voyez que si on sait lire, si on sait à quoi correspond le code, puisque c'est un code en fait que je trace en face, eh bien je peux reconstituer le mythe à la lecture du code. Mythe 1, émergence de l'humanité, mythe 2, mythème 2, émergence des animaux, etc., etc. Et je peux ainsi coder
tous les mythes. Ça me permet de pouvoir les comparer beaucoup plus facilement que les récits originaux. Bien entendu, c'est très difficile de comparer des récits originaux de longueur inégale dans des langues différentes, etc. Et ici, ça permet surtout que les ordinateurs le fassent à ma place, puisque les ordinateurs adorent qu'on leur parle avec des 0 et des 1. Et donc, notamment, je vais utiliser pour ça un outil emprunté à la phylogénétique, puisque les phylogénéticiens savent très bien comparer des codes. Ils comparent des codes génétiques. Ils ont constitué des outils qui fonctionnent très, très bien. Donc, je vais mouliner ma matrice dans les outils des phylogénéticiens. Et ça me permet de fabriquer un arbre qui est l'équivalent de l'arbre du vivant pour les phylogénéticiens, mais qu'ici, c'est un arbre de l'évolution des mythes. Le temps coule vers la droite et automatiquement, le logiciel dans lequel je n'ai rentré que les codes et pas du tout les provenances ni les familles linguistiques retrouve à la fois les localisations et les familles linguistiques, puisque vous voyez que à la base de l'arbre, ce sont les mythes Khoisan, les mythes, disons, Bushman, si vous voulez. Ensuite viennent les mythes de langue afrasienne, puis viennent les langues, les mythes de langue Niger-Congo et Bantou, qui correspondent justement à l'expansion la plus récente. Donc, le logiciel me permet de reconstruire l'histoire du mythe et l'histoire de sa diffusion à travers le continent africain. Je passe sur les méthodes utilisées, c'est un petit peu technique. Il y a des tas de manuels qui ont été publiés à ce propos récemment sur les présupposés de ce genre de méthode, sur les limites de la méthode, etc. Je n'ai pas le temps d'en parler, je vous donne simplement le résultat et je précise que ces méthodes permettent de suivre l'histoire de chaque mythème. Par exemple, je prends ici celui du mythème dont vous vous souvenez, qui est la présence de gravures rupestres associées à l'histoire et qui prouve d'une certaine façon la véracité de l'histoire pour ceux qui la racontent. Eh bien, je peux reconstituer la probabilité de présence à la base de l'arbre de chaque mythème. Certains sont absents, certains ont une faible probabilité d'être présents et d'autres ont une très haute probabilité d'être présents, comme celui des gravures rupestres qui a 97,5% de chances de présence à la base de l'arbre. Je peux faire ça pour tous les mythèmes et en faisant ça et en ne conservant que les mythèmes qui ont la plus haute probabilité de présence, au moins 95%, eh bien, je reconstitue non pas le Ur-mythe, ce qui est absolument impossible, mais l'histoire telle qu'on peut l'approcher dans sa préhistoire la plus ancienne. Et la structure de cette histoire était qu'il y a eu une histoire, il y a eu un récit qui parlait de l'émergence des animaux associé à l'émergence des humains. Tous sont sortis de sous terre directement à partir du sol. Cette émergence explique en même temps l'origine de la mort et des marques rupestres témoignent encore actuellement de l'émergence et donc de la véracité de ce récit. Je peux faire la même démarche pour l'ensemble des mythes du monde. Là, je viens de le faire uniquement pour l'Afrique. Donc, pour l'ensemble des mythes d'émergence dans le monde, j'ai fait la même démarche et je m'aperçois que, une fois de plus, les mythes Khoisan se trouvent à la base, le temps s'écoule vers la droite, et les parties les plus anciennes sont à gauche. Il se trouve que, automatiquement, je vois qu'il s'agit des mythes Khoisan. Ensuite, les mythes eurasiatiques et océaniens, et tout à fait à la droite de l'arbre, ce sont les mythes nord-américains, mésoaméricains et enfin sud-américains. Ce qui signifie que l'hypothèse la plus probable pour expliquer tout ça, c'est que le mythe de l'émergence, au moins pour parler de celui-là, est sorti d'Afrique en même temps que les locuteurs qui le portaient dans leur tête et qui le racontaient, et qui s'est répandu sur le globe en même temps que les humains peuplaient le globe. C'est une hypothèse. Évidemment, comment vérifier une telle hypothèse? C'est pratiquement impossible, mais il y a des indices qui montrent peut-être que ce n'est pas une hypothèse aussi farfelue que ça, puisque si on fait l'inventaire des écotypes, les écotypes, ce sont les formes particulières que prennent les mythes. C'est un terme qui est emprunté à la botanique. Un écotype, pour la mythologie, c'est la forme particulière que prend un mythe quand il arrive dans une culture particulière et qu'il se modifie pour s'adapter à cette culture. Donc on comprend bien
bien que plus un mythe se répand à travers et se déplace avec ses locuteurs ou simplement par transmission, plus il peut être modifié en fonction des conceptions qui préexistaient chez les gens qui l'écoutent et qui ensuite vont le redire. Et peu à peu, comme ça, il y a comme une dérive génétique des mythes qui se modifie peu à peu. C'est le principe de la descendance modifiée de Darwin, elle vaut aussi pour les mythes. Et peu à peu, le mythe s'éloigne de sa version d'origine. Si ce que j'ai dit, si mon hypothèse est correcte, alors l'endroit du monde où on doit trouver les mythes les plus différents de ceux que je suppose être l'origine, c'est-à-dire l'Afrique, c'est forcément l'Amérique. Et si je fais l'inventaire des écotypes, je m'aperçois que les écotypes les plus différents et les plus nombreux du mythe de l'émergence, ils se trouvent justement en Amérique. Je vous ai fait la liste, les versions dans lesquelles le maître des animaux intervient, ou bien la version dans laquelle les gens, en sortant, sont tellement aveuglés par le soleil qu'ils deviennent tout noirs. Bon, tout un tas d'écotypes, de variantes en fait localisées du mythe qui ne se trouvent qu'en Amérique, c'est-à-dire au plus loin de l'Afrique, et il n'y en a aucun de ces écotypes en Afrique. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci.